Merci Audrey. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Audrey, j'ai eu le plaisir de travailler avec Audrey sur cette présentation. Je suis une vétérinaire. Je fais également du conseil sur les vermifuges depuis pas mal d'années, entre autres. Et je dis entre autres parce que j'ai aussi une chaîne YouTube de conseils vétérinaires, donc à destination des propriétaires et qu'on tourne avec des vétérinaires, dont des spécialistes. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur de partager. Et c'est vrai qu'avec Audrey, on voulait vraiment une formation très pratico-pratique pour vous au comptoir et pour changer un peu des présentations habituelles que l'on avait l'habitude de faire. Donc, alors, je vais passer sur... alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je vais justement donc passer sur l'état des lieux de la vermifugation en France parce que les chiffres sont assez étonnants et vous allez vous en rendre compte en fait, c'est que nos animaux, ils sont sous-vermifugés. Comme le disait Philippe, il y a quelques années, dans le milieu vétérinaire, on disait vermifuger une fois par an, voire deux fois. Et deux fois, c'était déjà très bien. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. On s'appuie sur un organisme qui est l'ESCAP, qui est un organisme justement qui traite tout ce qui est parasitologie vétérinaire. Et vous verrez on est en dessous des recommandations de l'ESCAP. On a en France une majorité de chats, 15 millions de chats, un peu plus de 15 millions et 7,5 millions de chiens. Et on se rend compte que sur les chiens, 71% sont traités contre les parasites internes, mais 1,5 fois par an. Et en moyenne, nous, ce qu'on recommande au minimum, c'est 4 fois par an, idéalement, et je vous expliquerai pourquoi après. Chez nos chats, les chiffres sont un peu moins bons. Alors, on sait que le chat est un peu moins bien médicalisé que le chien, même si ça a tendance avec le temps à changer. Mais 56% sont traités contre les parasites internes. Et alors, pour le coup, eux, c'est une fois par an parce que les propriétaires, parfois, se disent, quand ils ont un chat d'intérieur, il ne sort pas, je n'ai pas de risque pour lui, je n'ai pas besoin de le faire vermifuger. Donc, on va y revenir pour que vous sachiez leur expliquer pourquoi aussi c'est important. Comme je vous le disais, l'ESCAP recommande 4 fois par an. S'il y avait un chiffre à retenir, c'est la norme, la moyenne, on va dire, indiquée, sachant que dans certains cas, ça devrait être plus fréquent que ça même. Vermifuger, ça, c'est un discours qu'on a depuis pas mal d'années et ça reste ce même discours, c'est que il faut protéger déjà les animaux qui peuvent être infectés, mais protéger aussi les autres du foyer parce que souvent vous avez des multipropriétaires qui viennent vous voir à l'officine. Donc, les protéger parce qu'ils peuvent, effectivement, s'ils ne sont pas vermifugés, qu'il y en a un qui est atteint, comment se contaminer via les œufs, via les selles des autres animaux quand ils vont dans le même jardin. Voilà, protéger aussi les chiots et les chatons. On y reviendra aussi parce qu'ils ont un fort risque d'infestation au moment de la gestation, mais aussi au moment de la lactation. Et là, on parlera des ascaris, que vous connaissez bien aussi en pharmacie, puisque ça peut aussi toucher les humains. Et puis protéger l'homme, parce qu'évidemment, ces vers digestifs sont à l'origine de zoonoses qui peuvent être très, très graves. On sort de l'été, on pense à l'échinococose. Alors j'entends toujours, moi, en balade en forêt, des gens qui disent: «Ah, mais mange pas les framboises dans la montagne parce qu'on ne sait jamais, les renards peuvent avoir fait pipi dessus.» C'est pas l'urine, c'est bien les selles qui peuvent transmettre des œufs d'échinocoque. Et c'est valable aussi chez nos animaux s'ils ne sont pas vermifugés correctement. Donc, l'échinococcus, c'est un vrai risque en humaine et on verra qu'il y a des vermifuges qui permettent d'éviter que nos animaux soient atteints. Et c'est là que je reviens sur le concept One Health dont vous avez certainement entendu parler. Il y a certaines maladies qui peuvent toucher nos animaux, qui peuvent également nous concerner. Et donc l'objectif qu'on a tous, vous pharmaciens, nous vétérinaires, bien c'est d'améliorer la santé bien sûr des humains, aussi des animaux, mais aussi de l'environnement, des écosystèmes. Et c'est là où, bien, on le redit toujours, et c'est d'autant plus vrai, le pharmacien, c'est un véritable partenaire de santé, et ce concept, on en entend parler quasi quotidiennement. L'autre point, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance des enjeux de la vermifugation et des spécificités de certaines races. Je pense que vous le savez, il y a des chiens
qui ont vraiment la cote hein, depuis quelques années. Les bergers australiens, les bergers américains miniatures, on en croise beaucoup, de plus en plus. Et combien de personnes, moi je vois qui ont ces chiens-là, ne sont pas forcément au courant, qui peuvent être atteints par une déficience d'un de leurs gènes. Et ça s'appelle MDR1. Et MDR1, eh ben, c'est pas neutre. Je vais vous en dire quelques mots par la suite, parce que je pense que c'est important de les sensibiliser là-dessus. Parce que ça veut vouloir dire qu'on ne peut pas leur donner n'importe quel type de vermifuge à ces chiens-là. Et on ne peut pas leur donner non plus n'importe quel type de médicament. Voilà. 6 propriétaires sur 10 hein, ne connaissent pas les risques liés aux zoonoses. Ça ne leur parle pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça, c'est lié à une enquête qui a quand même eu lieu sur 1200 propriétaires de chiens. Donc, il faut faire attention aussi à ce point-là, les sensibiliser. Et ça fait beaucoup de sujets sur lesquels il va falloir un petit peu les alerter. Alors, on va commencer par le chien, hein, parce que je pense que ça, c'est un point important. Et cette présentation, comme je disais, on a voulu qu'elle soit très pratique et pas revenir sur les grandes théories habituelles que vous connaissez toujours. Il y a 2 types de verres, etc. Là, on va rentrer directement par les questions qu'il faut se poser, justement, quand on a un propriétaire qui arrive au comptoir. Déjà, la première question, c'est quelle est la race de votre chien? Parce que selon la race du chien qu'on a en face, il y a des vermifuges qu'on ne pourra pas leur recommander. Est-ce que c'est une race qui est plus à risque ou pas de mutation de ce fameux gène MDR1? Et je vais vous en parler par la suite. Ça concerne des races qui sont très, très à la mode, des races de chiens qui sont parmi les podiums des races de chiens des Français. Donc, c'est important. Est-ce que c'est un chien de chasse? Parce que pareil, il n'a pas le même mode de vie, il n'a pas le même risque d'infestation. Est-ce que c'est un chien de petite race ou de grande race? Parce que là, il va falloir aussi évaluer quel type de vermifuge vous lui donnez. Donc là, on est sur le chien et la race du chien. Après, on va aller sur l'âge du chien et là, ça va tous vous parler. On sait très bien qu'on vermifuge pas un chien à la même fréquence selon son âge. Quand il a moins de 6 mois, est-ce qu'il a entre 6 mois et 1 an? Est-ce qu'il a plus d'1 an? Ou alors, est-ce que c'est une femelle gestante ou allaitante? Parce qu'il y a pas mal de propriétaires qui se disent, bah non, mais moi, ma chienne est gestante. Bah, est-ce que je vais vraiment pouvoir la vermifuger ou est-ce qu'il y a un risque pour les petits? Pareil, on va y répondre par la suite. Et puis, l'autre point important aussi, c'est est-ce que mon animal, est-ce que votre animal a été récemment infesté ou pas par les puces? Parce que je vous le rappelle, les puces, ça peut également être porteur de dipylidium. Qu'est-ce que fait un chien quand il est infesté par des puces? S'il n'a pas été traité avec un antipuce efficace ou autre, il va se lécher parce que ça le démange, il avale des puces et là alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les dipylidiums qui sont à l'intérieur du système digestif de la puce sont libérés dans l'intestin de l'animal et c'est là qu'ils se contaminent. Donc, c'est vrai que l'infestation par les puces, c'est pas neutre et c'est un conseil complémentaire que vous devez avoir en plus du vermifuge, hein. S'il n'a pas été traité contre les puces, eh bien, il va falloir faire quelque chose en plus de sa vermifugation. Il faut aussi lui demander quand est-ce qu'il a été vermifugé la dernière fois, parce que le calendrier de vermifugation, il va falloir l'adapter en fonction des premières questions qu'on a posées, mais aussi voir si le propriétaire respecte hein, ce calendrier de vermifugation. Ça, c'est un point important. Quel vermifuge a été utilisé? Parce que je vous le rappelle, bah, tous les vermifuges ne se valent pas. Il y en a certains qui vont traiter que contre les nématodes, donc les vers ronds, Ascaris, ankylostome. Il y en a d'autres qui vont traiter que contre les cestodes. Il y en a certains qui vont être large spectre, nématodes et cestodes. Oui, mais est-ce qu'ils sont vers ronds et vers plats, mais est-ce qu'ils font aussi les trichures? Parce que tous ne font pas forcément les trichures. Et ça, c'est un ver qui touche les chiens, pas les chats, mais vraiment les chiens. Est-ce qu'on a que des vers ronds? Est-ce qu'on a que des vers plats? Bon, ça, le propriétaire ne sait pas toujours s'il a vu les selles de son animal ou pas, mais c'est bien de lui poser la question du vermifuge utilisé. Et puis, le contexte de vie de l'animal. Est-ce qu'il vit avec d'autres animaux dans le foyer? Est-ce qu'il y a des enfants, et en particulier des enfants en bas âge? Parce que là, attention aux zoonoses, hein. Un enfant qui a un animal, qu'est-ce qu'il fait? Il est content de le revoir ou de le voir, il le caresse. Et puis après, s'il ne se lave pas les mains, il met les mains à la bouche. C'est comme ça que l'enfant s'infeste. Hein, parce que l'animal, entre-temps,
eh ben, il s'est léché le pelage, il s'est laissé aux marges de l'anus où il peut y avoir des œufs de verre digestif. Et puis c'est là que bah, son pelage, il est contaminé. Donc ça explique aussi tout le risque de contamination des enfants. Est-ce qu'il va, voilà, est-ce qu'il mange de la viande crue, cet animal? Est-ce qu'il est en contact avec d'autres animaux? Le mode de vie de l'animal, il est important pour que vous sachiez en face, savoir à quelle fréquence il va falloir le vermifuger. Hein, donc ça, on va en reparler également. Alors, il y a des races qui sont plus à risque. Si on parle de races de chiens, c'est celles qui ont un risque de mutation du gène MDR1. Ça, je vais en parler tout de suite parce que c'est un point excessivement important, surtout que le berger allemand, le berger australien, le berger américain miniature, le Collès fait partie des chiens qui sont très, très, très appréciés des Français. On parlera du chien de chasse et de la taille du chien. Mais commençons par MDR1. Il y a beaucoup de textes, mais je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots. Le gène MDR, en fait, c'est un gène que tous les mammifères produisent par leur organisme. C'est ce qui permet d'éviter justement au niveau de l'intestin, par exemple, de moins avoir de concentration de médicaments qui rentrent dans l'organisme. Pareil, ça augmente l'élimination rénale des médicaments. Ça évite également que ça passe via le cerveau. Le souci, donc c'est grâce à la glycoprotéine P qui est fabriquée par ce gène MDR, mais le souci, c'est qu'on a certains chiens qui peuvent avoir une mutation de ce gène MDR et donc qui vont être plus sujets au risque d'intoxication par certaines molécules médicamenteuses. Ces chiens-là, on peut les faire dépister. Quand on a un berger australien qui arrive en clinique vétérinaire pour ses vaccins, en général, le vétérinaire le propose au propriétaire du chien. Si il ne le propose pas, il faut sensibiliser les propriétaires de ces races de chiens et vous pouvez leur en parler, de dire, mais votre chien, vous ne l'avez pas fait dépister pour MDR1, demandez au vétérinaire de le faire parce que ça va permettre de savoir quel vermifuge on pourra utiliser pour lui, s'il y a tel ou tel médicament qui risque d'être dangereux pour lui ou tel anesthésique ou autre. Et les chiens concernés, bah, je peux vous dire qu'ils sont assez nombreux. C'est surtout le problème de ces médicaments, en fait, qui risquent d'être toxiques chez les chiens qui sont porteurs de la mutation. Et là, c'est des chiens qui ont vraiment des risques importants et des effets indésirables qui peuvent être vraiment très graves en cas d'intoxication. Par exemple, l'opéramide, pour traiter la diarrhée, typiquement, est totalement contre-indiqué chez des chiens qui ont ce gène muté MDR1. S'ils ont fait le test de dépistage et qu'ils ont le gène muté MDR1, et ben, le vétérinaire, en fait, colle un autocollant sur le carnet de santé du chien avec attention MDR1 pour se rappeler à chaque fois qu'il viendra en consultation de ne pas lui prescrire certains types de médicaments ou certains vermifuges. Donc ça, c'est vraiment très important de le savoir. Par exemple, les vermifuges à base d'hémodepside ou de milbémicine-oxime sont interdits chez des chiens MDR1. Derrière, il y a des risques d'effets secondaires qui peuvent être très embêtants chez ces chiens-là. Dans les effets secondaires, ça peut être des symptômes neurologiques, ça peut être une prostration, un chien fatigué, ça peut être des problèmes aussi de parésie, donc difficulté locomotrice. Il peut hypersaliver, il peut avoir au niveau oculaire des mydriases, il peut trembler. Et puis parfois, si la dose a vraiment été importante par rapport au poids du chien, eh bien, il peut convulser, voire tomber dans le coma et mourir. Donc, c'est quand même pas neutre. Il y a plusieurs molécules en cause. Et si je vous alerte là-dessus, c'est que ça devrait limite être un automatisme de faire tester son chien de race de berger. Donc, on dit chien de berger, attention MDR1. C'est vrai que là, il faut faire attention euh, à cette neurotoxicité. Il y a des molécules à risque qui sont bien connues. Je vous ai cité les hémodepside, l'opéramide, l'ivermectine, la milbémicine font partie des molécules vraiment à risque. Les races de chiens, vous le voyez, là, il y a les races de chiens avec la fréquence de mutation du gène MDR1 qui est observée dans chacune de ces races de chiens. Alors, j'en profite parce qu'il y a un petit encart, mais vous pouvez demander à votre commercial, un vétoquinal, de vous donner le poster, justement avec le leaflet MDR1
et le poster, hein, de façon à pouvoir communiquer aussi là-dessus auprès de vos clients en officine. Vous voyez que le collet, le berger australien, le whippet à poils longs sont excessivement concernés, mais le berger australien, il y a quand même 17 à 32% des chiens qui peuvent être porteurs MDR1. Donc, c'est pas neutre. Et Dieu sait que vous allez en avoir en officine qui vont venir vous voir. Il faut absolument poser la question. Alors, là-dessus, je vous rassure, les propriétaires, soit on fait dépister, soit ne savent pas. On va arriver après sur le sujet très vite, mais le Drontal, donc de Vétoquinol, qui est un vermifuge large spectre, n'a pas de contre-indication chez des chiens qui auraient le gène muté MDR1. J'en parle parce que ce n'est pas le cas de tous les vermifuges. Et si vous ouvrez les notices, hein, les RCP des vermifuges, de certains vermifuges pour lesquels vous auriez un doute, regardez bien les contre-indications parce que bien parfois, il va être écrit que vous ne pouvez pas utiliser justement ce vermifuge chez des chiens de race sensible avec une potentialité de mutation de ce gène. Ensuite, est-ce qu'on a un chien de chasse ou est-ce qu'on a un chien qui est tenu en laisse? Bah oui, parce que ça ne va pas être le même risque d'infestation. Et donc, ça ne va pas être la même fréquence de vermifugation. Donc, autant poser la question, parce que si c'est un chien qui est tenu en laisse et qui n'a pas de contact avec d'autres animaux, mon premier cas, donc, il va se balader, il est toujours en laisse dans la rue. Bon, là, on peut se permettre de le traiter qu'un vermifuge large spectre 1 à 2 fois par an. C'est pas la peine d'aller le traiter 12 fois par an. Par contre, s'il est en laisse, mais vous l'emmenez souvent se balader dans un parc canin, ou alors il est en contact avec d'autres animaux avec qui il va aller jouer en forêt ou ailleurs. Là, il y a un peu plus de risques et l'idéal, c'est de respecter ce que dit l'ESCAP, c'est 4 fois par an. Donc c'est pour ça que j'ai presque envie de dire, s'il y avait une fréquence à retenir vraiment moyenne, si vous avez un doute, ce serait 4 fois par an. Par contre, un chien de chasse, ou alors un chien qui va se balader sans surveillance, parce que le jardin n'est pas clos, parce qu'il peut aller rencontrer d'autres chiens, et qui a plus de risques, ou alors même d'aller chasser autour de la maison, on ne sait pas, hein, et bien là, c'est 12 fois par an. Parce que là, son risque, hein, justement lié au ver digestif est beaucoup plus fort. Donc, l'importance, hein, du mode de vie du chien aussi et de sa race. C'est là que je fais un petit focus sur le Drontal. Nous, le Drontal, ça fait très longtemps qu'on le connaît en clinique vétérinaire. C'est vraiment un vermifuge qui est très sûr. Niveau effet secondaire, on est hyper serein parce que c'est vraiment des molécules sur lesquelles on a vraiment un grand recul. Il est large spectre, il est vert rond et vert plat, mais j'ajouterais qu'il traite aussi contre les trichures. Ce n'est pas le cas de tous les vermifuges. Et pourquoi? Parce qu'il y a des vermifuges dont les principes actifs ne passent pas jusque dans l'intestin grêle et le gros intestin. Or, c'est dans ce gros intestin que se situent en fait, hein, les trichures. Et certains vermifuges en fait, vont s'arrêter à l'intestin grêle, mais ne vont pas aller dans le gros intestin. Le Drontal, lui, traite vraiment contre tous les vers ronds, tous les vers plats et les trichures. Donc ça, c'est important chez le chien parce que le taux d'infestation par les trichures, eh ben, il est assez important. Toutes les races de chiens, même donc ceux qui ont un risque d'être atteints par ce gène muté MDR1, peuvent être traités. Et les femelles également en lactation. Et ça, c'est pareil, c'est important de le regarder sur les notices. Donc là-dessus, vous êtes serein. L'autre point, on parlait tout à l'heure de la taille du chien. C'est toujours un défi de se dire, j'ai un bouvier bernois qui va faire 55 kilos, je dois le permifuger. Si c'est des comprimés qui en plus ne sont pas appétants, bah là c'est du sport, c'est un sacré challenge. Il faut avoir des posologies simples et des principes actifs appétants. Parce que même le meilleur médicament de la Terre, si il n'est pas appétant, que l'animal ne veut pas le prendre, eh ben, le propriétaire ne lui donnera plus. Il y aura une très mauvaise observance des traitements. Et nous, on le voit en tant que vétérinaire sur pas mal de traitements possibles. Et c'est vrai que l'observance, l'appétence, c'est vraiment des points qui sont essentiels, hein, pour un bon suivi de protection de l'animal. Et donc, Drontal, l'intérêt, c'est que c'est une prise qui est très simple, que le comprimé est très appétant.
hein, c'est ce que l'étude faite par Vetoquinol montre, c'est que 9 chiens sur 10 prennent le comprimé volontairement, c'est-à-dire que vous le mettez dans la main, hein, il y a une odeur, hein, qui est très appétante pour l'animal, et ensuite la posologie est hyper simple. Le Drontal classique, c'est un comprimé pour 10 kilos, mais si vous avez vraiment un chien de grande taille, hein, imaginons un chien de 70 kilos, hein, ou même de 50 kilos, hein, et ben vous prenez le XL, sachant que la posologie, c'est un comprimé pour 35 kilos, donc ensuite vous adaptez. Si on a un chien, par exemple, qui fait 55 kilos, bah, vous lui donnez deux petits comprimés en forme d'os, et ça y est, il est vermifugé. Donc ça, nous, c'est vrai que voilà, dans la profession vétérinaire, on a ce recul, et on sait que vraiment, ça fonctionne bien, et c'est très facile à donner. L'âge du chien, c'est un autre point. Alors, on a voulu l'imaginer de façon un peu différente d'habituellement, mais il faut toujours le rappeler au propriétaire, c'est qu'un chiot, on ne va pas le vermifuger à la même fréquence qu'un chien adulte. Donc, les trois phases importantes à connaître, il a moins de 6 mois, il a entre 6 mois et 1 an, ou il a plus d'1 an. C'est ces âges-là. Quand il est tout petit, hein, dès 15 jours, eh bien, c'est vrai que, bon, en général, à 15 jours, sauf si les propriétaires, hein, on fait mettre bas leur chienne, hein. Bon, en général, quand ils adoptent un chiot, c'est pas avant 2 mois et demi, 3 mois, hein, quand il a été sevré. Mais imaginons, ils ont un chiot. Vous avez des clients qui sont éleveurs. Dès 15 jours, on peut le vermifuger. Il faut voilà, il fasse plus de 600 grammes de poids. Et on peut utiliser Dronstop. Parce que l'intérêt, c'est que là, on est justement avec une solution qui est en pipette, hein. Donc, ça va permettre de donner un vermifuge qui associe pyrentelle et fémentelle. Donc, là, on va agir sur les vers ronds, mais aussi les trichures, les vers les plus à risque, enfin, pour le chaud, justement, hein. Et là, on donne directement par voie orale ou alors dans sa nourriture. Un traitement toutes les 2 semaines justement à l'âge de 3 mois du chiot. Ça, c'est une possibilité sous une forme comme celle-ci. Dès 6 mois d'âge, hein, plus de 6 mois, vous pouvez le passer sous Drontal parce que là, il va falloir quand même le protéger contre les vers plats en plus. Donc, de Drontal, vers rond, vers plat et tricure. L'intérêt, c'est que il est sécable, il est pris facilement, il est appétant. Et ça permet d'éviter la toxocarose, qui est quand même aussi, hein, une maladie qui est importante chez les animaux, mais qui est aussi potentiellement une zoonose, hein. Et ça limite l'excrétion aussi de enfin, ces ascaris, hein. Et on pense en l'occurrence aux zones où les enfants peuvent aller jouer également, hein. Les bacs à sable, hein. On sait bien que pourquoi il y a des chiens qui sont interdits dans des jardins publics, c'est qu'il y avait des bacs à sable qui sont infestés par des ascaris avec des taux énormes. L'idatidose et l'échinococcus, pareil, c'est une maladie très très grave. Et bien pareil, le Drontal permet d'éviter, hein, cette excrétion de ces vers-là dans l'environnement. Dès 2 kilos de poids de l'animal, pas de problème chez les chiens à risque de mutation de leur gène MDR. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une innocuité totale dans le dernier tiers de gestation et lors de la lactation. Parce que oui, si vous avez des clients qui ont des chiennes gestantes ou allaitantes, il va bien sûr falloir les vermifuger parce qu'il y a un risque de transmission des vers quand elle est gestante à travers le placenta et quand elle est allaitante à travers le lait maternel. Les infestations de puces, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est une question qui doit être posée systématiquement. Est-ce que vous avez bien traité votre animal contre les puces? Si ce n'a pas été le cas depuis quelque temps, il faudra leur suggérer aussi un traitement antiparasitaire externe. S'il a été infesté récemment contre les puces, attention au dipylidium. Je vous disais, les puces peuvent être porteuses de dipylidium et là, il a un fort risque d'être infesté. Protégez-le à fond et dans ce cas, vermifugez 1 fois par mois et donc 12 fois par an, mais il faudra lui donner un Drontal, par exemple, 1 fois par mois. S'il n'a pas été infesté récemment, qu'il est très bien protégé contre les puces, il n'y a aucun signe d'infestation visible, 4 fois par an, ça suffit. Un cycle correspond bien à un chien qui sort, qui a des contacts voilà, avec des animaux, mais qui n'est pas en liberté totale. C'est très bien, 4 fois par an, ça suffit. S'il a été infesté contre des puces ou qu'il y a eu des puces visibles, je vous le rappelle, il y a le traitement antiparasitaire externe
sur l'animal, mais il ne faut pas oublier que les puces, elles restent en dormance dans l'environnement. Si vous ne traitez que l'animal, vous n'arriverez pas forcément à bout d'une infestation par les piqûres de puces. Et c'est là que c'est dur pour les propriétaires d'animaux, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à en venir à bout. Et il va falloir avoir recours à un traitement de l'environnement. Et avant, c'est vrai qu'on avait ce souci toujours hein, de traiter l'environnement et de se dire, mais en plus, il faut tuer les puces adultes, il faut tuer les larves, il faut tuer aussi les œufs. Tout ça, ces larves peuvent être en dormance hein, dans la maison, hein, au niveau des plaintes, au niveau des lames de parquet. Donc, c'est là que c'est utile bah, de conseiller en plus de la pipette ou du collier pour l'animal, de dire, il faut aussi que vous traitiez la maison. Et donc, il y a le Ticanis habitat hein, qui existe et qui tue et les adultes et les larves, parce que l'objectif, c'est de casser complètement le cycle de développement des puces. Hein. Donc, en adulticide, c'est de la permétrine, ça vous connaissez bien. Et en larvicide, c'est le métoprène, qui est un inhibiteur de croissance hein, chez les larves, qui est bien connu, puisqu'il est présent aussi dans plusieurs antiparasitaires externes vendus chez les vétérinaires et en pharmacie, donc pour nos chiens et nos chats, sur le métoprène. Donc, ça tue les puces, mais ça tue aussi les acariens, les blattes, les araignées. Et voilà, un autre parasite très à la mode aussi ces derniers temps, les punaises de lit. Donc, ça aidera à venir à bout de cette infestation hein, par les puces. Je vous rappelle qu'il faut toujours leur dire que les animaux de tout âge peuvent être parasités, même quand ils ont 11 ans, 12 ans, qui restent un peu plus à la maison. C'est pas parce qu'ils ont été traités toute leur vie qu'il y a une rémanence, il n'y en a pas. Il faut traiter toute la vie de l'animal. N'oubliez pas les femelles gestantes et puis les femelles allaitantes. Il y a très très fort risque d'infestation chez le chiot, hein, principalement par les ascaris. C'est pour ça qu'on va cibler vers rond au début. Mais surtout, ces vers, vous le savez, c'est la cause de zoonoses qui peuvent être graves. Donc, quand il y a des enfants dans un foyer et qu'il y a un jeune animal, jeune ou moins jeune animal, peu importe, là, ceinture bretelle, on vermifuge l'animal une fois par mois parce qu'il y a un risque pour les enfants qui peut être quand même très important et très, très, très grave. Et, euh, et puis même des chiens en apparente bonne santé, hein, ils peuvent être porteurs. Hein. Donc, il faut, et tout le monde n'a pas le nez sur les selles de son animal pour repérer s'il y a les fameux grains de riz dont les propriétaires peuvent vous parler, qui sont des segments de verre. Hein. Donc, on est plus pour de la prévention. Et ça, c'est important. Si vous avez un doute, si vous avez peur d'oublier, si vous n'êtes plus trop certain selon l'âge de l'animal, de ce qu'il faut donner ou autre, il y a un calendrier de vermifugation avec des fréquences recommandées qui est mis à disposition par Vetoquinol. Donc, n'hésitez pas à demander à votre délégué le poster hein, relatif à ce document, voilà, qui peut vous permettre de vous aider à vous y retrouver selon les tranches d'âge de l'animal. Hein. Voilà. Important donc de toujours poser ces questions, aussi du vermifuge utilisé. Entre 1 et 6 mois, il y a un spectre essentiel, c'est Ascaris. Ça, faut pas, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Entre 3 et 6 mois, il faut envisager, si possible, quand même de passer aussi au spectre vert plat, parce que là, ça va être quand même important d'avoir un large spectre d'action. Et chien adulte, là, c'est systématiquement large spectre. Autant chez un très jeune chiot, le plus gros risque, c'est les vers ronds. Mais par la suite, il faut une couverture totale. Et je vous le dis parce que faites attention à ce qui est indiqué sur les boîtes de certains vermifuges. Ils ne sont pas tous large spectre. Et je vais même plus loin. Moi, je le vois, même quand parfois on a des personnes qui, sur notre chaîne YouTube, nous posent des questions. Ils nous disent, ah, mais moi, je suis pour les solutions naturelles parce que je ne veux pas donner de médicaments ou de principes actifs à mon chien ou il nous parle de l'ail ou autre. Ben non, mais je suis désolée. Là, on a affaire à des médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché, qui ont été testés, qui ont des résultats d'efficacité. Euh, Tout ce qui va être naturel ou autre, on n'a pas beaucoup de recul sur l'efficacité de ces principes-là. Donc, il faut quand même faire attention. C'est une nouvelle tendance. Hein. Enfin, nouvelle, je ne sais pas si elle est vraiment nouvelle, mais bon, c'est une tendance en tout cas
qui s'ancre chez certains et qui clairement peut causer des sacrés problèmes par la suite, hein, à l'animal. Voilà, donc Drontal, je vous le rappelle, je vous ai dit vers rond, Ascaris, hein, Toxocaracanis, Toxascaris leonina, qui sont les ascaris les plus communs du chien. Mais n'oublions pas aussi que près d'un tiers des chiens, hein, sont aussi parasités par des ankylostomes. Les ankylostomes, eux, en plus, ils ont cette particularité, c'est qu'ils peuvent aussi pénétrer par la peau. Et donc, eux, ils vont aller aussi infester nos chiens et ils sont très fréquents. Donc, Drontal agit aussi pour les protéger contre les ankylostomes. Et puis, il y a les vers plats aussi contre lesquels il faut les protéger. Bien sûr, dipylidium, qui peuvent être transmis par les puces, dont je parlais, le Ténia spp, bien sûr, dont on parlait aussi, mais les échinocoques, hein, qui sont granulosus comme multilocularis, qui peuvent être également gravissimes chez l'homme. Et donc, c'est vrai que bien vermifuger un animal, bah, c'est permettre de limiter l'excrétion de ces vers dans l'environnement et donc les risques d'infestation bah, aussi pour les humains qui vivent avec eux. Voilà. En comprimé appétant, comme je le disais, et puis d'une facilité de prise. Quand c'est simple à prendre par le propriétaire, simple à donner, qu'il n'a pas trop de questions à se poser, qu'il sait que son animal le prendra, il suivra vos recommandations et il protégera bien son animal. Il faut aussi se souvenir, est-ce qu'il y a d'autres animaux donc, dans le foyer? Reposez toujours cette question. Parce que si oui, s'il y a un chien qui vit avec un chat ou plusieurs chiens ensemble, là, en tout cas, la règle, c'est 4 fois par an et c'est au minimum et faut pas en déroger. Vers rond, vers plat. S'il y a des enfants en bas âge, par contre, il y a plus de risques. Il y a tous ces risques de zoonose dont on parlait. En plus, les enfants ne peuvent pas toujours être derrière. Ils vont aller caresser l'animal, comme je disais, porter les mains à la bouche parfois s'ils font pas très, très jeunes. Donc là, c'est 12 fois par an, on vermifuge son animal. L'objectif, bien sûr, c'est de protéger l'animal, mais c'est aussi de limiter l'excrétion et de protéger les enfants en bas âge contre tous les risques, hein, d'ascaris et de larvae migrans qui peuvent avoir lieu chez les enfants et que bah, tous les risques que vous connaissez bien, hein, oculaires qui peuvent exister et nerveux chez les enfants. Le mode de vie aussi dans le foyer, c'est important. Je vous parlais tout à l'heure des balades. Est-ce que l'animal fait des balades fréquentes? Est-ce qu'il sort souvent à l'extérieur en laisse? Oui, bah dans ce cas, c'est 4 fois par an. Voilà. Est-ce qu'il est en contact avec d'autres chiens? Est-ce qu'il va aussi dans des parcs canins? Ou est-ce qu'il fait pas mal de balades où il est amené à fréquenter d'autres chiens? Oui, bah c'est pareil, 4 fois par an, large spectre. Est-ce qu'il est parfois nourri que de la viande crue? La question, elle peut paraître anodine, et ben non, parce que nous, les vétérinaires, on est aussi de plus en plus sujets à des questions sur le retour du chien à son essence primitive qui était d'être, voilà, le chien est un carnivore, il y en a beaucoup qui sont adeptes du barf, alors ça, bon, c'est un autre sujet, on pourrait en reparler, mais et qui vont lui donner de la viande crue. Si elle est crue, elle n'est pas cuite. Si elle n'est pas cuite, bah, il y a forcément un risque plus fort d'infestation, même si notre viande elle est bien contrôlée par les services vétérinaires en abattoir, mais quand même un risque d'infestation plus fort par des vers, puisque là, ils ne sont pas tués par la cuisson. Là, pareil, on protège au maximum, 4 fois par an au minimum. On vermifugera l'animal s'il est amené à manger de la viande crue. Voilà. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, je pourrais y répondre à la fin de l'intervention. Pour le chat, vous allez voir, il y a des questions qui se retrouvent, mais il y a aussi des questions liées au mode de vie du chat. Hein, parce que le chat, il est un peu à part quand même, ce chat, et il y a des questions qui sont liées à son mode de vie. On retrouve l'âge du chat. Quel est l'âge de votre chat? Est-ce que c'est un tout petit chaton? Est-ce qu'il a moins de 6 mois? Est-ce qu'il a entre 6 mois et 1 an ou est-ce qu'il a plus d'1 an? Ou alors est-ce que c'est une chatte gestante ou allaitante que vous avez? Et là, en fonction, on prend l'information et on adaptera la fréquence de vermifugation. Est-ce que mon chat a été infesté par les puces récemment ou pas? Et là, c'est toujours le même problème, c'est le risque avec dipylidium, hein, d'infestation par dipylidium. Est-ce que c'est un chat qui sort? Parce que là, le même souci va être lié au ver rond et au ver plat, mais le chat, il a en plus un autre ver qui est très fréquent en Europe,
dont on parle moins que les vers ronds et les vers plats, et pourtant il touche beaucoup de chats également. On en parle ensuite, c'est le ver du poumon. Donc, ça, c'est un point à poser parce que il y a les chats qu'on appelle indoor qui vivent en intérieur, qui ne sortent quasiment jamais. Il y a les chats qui sortent plus souvent. Et là, selon son mode de vie, on ne va pas le vermifuger, bien sûr, à la même fréquence. Quand est-ce qu'il a été vermifugé la dernière fois? Parce qu'il va falloir voir si ça fait vraiment longtemps, ben, vous allez devoir reprendre tout le calendrier de vermifugation avec le propriétaire. Ou est-ce que le calendrier vaccinal aussi a été respecté? Hein, ça, c'est important de le savoir parce que est-ce qu'il est protégé correctement au niveau du système immunitaire? Parce que s'il est bien vacciné, ça va permettre aussi que le système immunitaire soit bien actif et ça permet aussi donc après une meilleure protection de l'animal, mais ça ne remplacera jamais un vermifuge. Quel vermifuge a été utilisé? Est-ce que vous avez utilisé un vermifuge large spectre pour votre chat? Ou est-ce que vous avez utilisé un vermifuge qui ne fait que les vers ronds? Ou alors est-ce que vous avez utilisé que des vermifuges dits naturels, sans principe actif réellement prouvé en termes d'efficacité? Et puis surtout, est-ce que c'est un chat qui prend facilement les comprimés ou pas? Parce qu'il y a certains chats avec qui c'est une vraie bataille de donner des comprimés. Et là, dans ce cas, il va falloir leur proposer une alternative de façon à ce qu'ils ne baissent pas les bras pour bien vermifuger leur chat. Et le vermifuge en version pipette, donc spot-on, qu'on met en un seul point entre les deux épaules du chat. Un spot-on, pour différencier de l'eye-on, parce que l'eye-on, c'est la pipette qu'on met tout au long du dos de l'animal. Là, le spot-on, c'est en un point entre les deux épaules du chat. Et bien, ça existe. Et pour certains chats, bah, c'est bien pratique parce que le comprimé, c'est pas toujours évident avec les chats. Le mode de vie, le contexte du foyer, est-ce qu'il y a des enfants dans le foyer? Est-ce qu'il y a un contact avec d'autres animaux? Et puis, est-ce que le chat est nourri ou pas avec de la viande crue? Bah, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires hein, qui font aussi de l'anthropomorphisme et qui veulent retourner à la nature du chat et leur donner de la viande crue et autres. Donc, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais si jamais ils sont dans cette mouvance de donner de la viande crue à l'animal, là, il faudra recommander une certaine fréquence de vermifugation, même s'il ne vit qu'en intérieur. L'âge du chat, je vous le disais, on n'a pas la même fréquence s'il a moins de 6 mois, quand il a entre 6 mois et 1 an, et quand il a plus d'1 an. Donc là, pareil, on adapte en fonction du calendrier de vermifugation. Ce calendrier, vous l'avez ici sous les yeux avec les possibilités de traitement proposées par Vétoquinol. Vous pouvez le demander à votre délégué Vétoquinol, hein, donc en poster ou en leaflet. Et c'est pareil, selon l'âge de l'animal, vous le voyez là, hein, quand il a entre 15 jours et 3 mois, vous vermifugez 2 fois par mois et ensuite une fois par mois quand il a entre 3 mois et 6 mois. Et avec les différentes possibilités de traitement, si vous avez un doute sur l'âge minimal ou le poids minimal de traitement, du chat, eh ben, n'hésitez pas. Hein, il y a les mentions légales qui sont indiquées hein, justement pour le Drontal ou le Profondeur, donc au dos des documents. Le Drontal chat, il est vert rond et vert plat en une seule prise. Donc c'est un comprimé qui était adapté non seulement pour les chats adultes, mais aussi pour les chatons. Donc ça s'adapte au poids du chat, bien sûr. Hein. Vous voyez en haut l'administration. Hein, quand on a un chat qui fait 2 à 4 kilos, c'est un comprimé. Quand voilà, c'est un chat de 8 kilos, parce qu'on a de plus en plus en Europe des chats en surpoids quand même. Il faut le dire, le surpoids et l'obésité touchent de plus en plus nos chats. Donc, parce qu'ils font moins d'exercice, parce que certains sortent moins, parce qu'on n'adapte pas toujours l'alimentation selon qu'ils ont été castrés ou pas. Enfin bon. Euh, ben là, on est tout de suite à 2 comprimés. Donc, si l'animal prend bien les comprimés, c'est facile, c'est idéal. Et là, c'est en une seule prise, en une seule fois, et vous faites tous les vers ronds comme vers plats. Mais la chose, c'est que si c'est un chat qui sort, il a un risque d'être atteint par les vers du poumon, donc ce qu'on appelle Aelurostrongylus abstrusus, pas évident, mais c'est le second vers le plus fréquent chez le chat. Ça touche un chat sur 10 en Europe, donc c'est quand même pas neutre. Et le souci, c'est que quand on s'en rend compte, c'est parfois trop tard.
parce qu'en fait, ça crée des problèmes cardio-pulmonaires qui peuvent être très graves. Et là, euh, il faut vraiment, l'idéal, c'est quand même de prévenir et de le protéger en prévention. C'est là que le profondeur agit. Et le profondeur, c'est en spot-on pour un chat. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est en pipette. Ça agit contre les vers ronds, les vers plats, mais aussi contre ce ver du poumon. Et vous voyez que ce ver du poumon, il a toujours ce cycle d'infestation, hein, qui est assez similaire aux différents vers, hein, qu'on trouve dans le milieu vétérinaire. Mais là, c'est un chat qui va aller avaler des limaces ou des escargots, parce que ce sont ces limaces et ces escargots qui vont servir d'hôte intermédiaire, justement, à ce ver du poumon. Et le problème, bah, c'est que le chat, il aime bien jouer avec les limaces ou les escargots. Quand il va sortir dans le jardin, il va aller jouer avec, parfois en avaler. Et s'ils sont porteurs, bah, c'est là le problème. S'il n'a pas été protégé avec un vermifuge efficace contre les vers du poumon, et ben là, il a un risque d'être infesté. Et tous les vermifuges ne sont pas efficaces, ne protègent pas contre ces vers du poumon. Donc, d'autant plus si c'est un chat qui sort, il faut ce vermifuge, hein, qui agit contre le ver du poumon, hein. Et vous voyez les vers chez le chat, il y a Ascaris en pole position à 21,7% de fréquence, hein, d'infestation en France. En second, vous avez le ver du poumon, mais le ténia, il est juste après. Donc, c'est un ver qui est très important et sur lequel, eh bien, moi, j'ai un chat qui sort, je le vermifuge avec un profondeur parce que je suis tranquille. Je sais qu'il va être protégé contre les vers ronds, les vers plats, mais je veux aussi le protéger contre ce ver du poumon parce qu'il y a un risque. Et moi, je ne peux pas être derrière ses pattes, hein, et derrière son dos pour savoir s'il va aller ou pas avaler une limace ou un escargot en jouant dehors. Et là, il y a un protocole qui est de 2 administrations à 15 jours d'intervalle. C'est une alternative au comprimé et c'est bien pratique parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui parfois peuvent dire, moi, mon chat, j'ai du mal pour lui donner un comprimé ou il ne veut pas le prendre ou voilà, je ne suis pas certaine qu'il l'ait bien pris, mais j'ai un doute. Donc, ça existe en spot-on. Alors, je précise, c'est un vermifuge, hein. On ne parle pas d'un traitement anti-puce ici. C'est un vermifuge à base d'hémodepside et de praziquantel qui va être large spectre, donc contre les nématodes et contre les cestodes, en fait, hein. Et donc, l'intérêt, c'est que vous vermifugez le chat de façon très simple. Et ça permet de réduire la contamination dans l'environnement. Là, c'est une étude qui a été faite en comparaison on compare profondeur et l'excrétion du nombre d'œufs, hein, dans l'environnement. Quand le chat est traité par profondeur, c'est la ligne en fait, hein, orangée en bas. Le taux d'excrétion est très bas. Vous avez le placebo, les chats qui n'ont pas été du tout protégés par un vermifuge. Et vous avez la courbe en bleu marine quand c'est une protection avec 1000 Bmax. Et on voit la différence effectivement où les toxocaracati dans les selles de chat traitées, eh bien, sont très très bas quand on a un traitement profondeur parce que bah, il y a une très bonne observance du traitement et que ça permet aussi d'avoir une protection très très large de spectre. Voilà. Les- une étude aussi a permis de tester des propriétaires et de voir ce qu'ils en pensaient aussi de cette application Spoton pour mettre un vermifuge à leur chat. Parce que c'est pas commun, c'est quand même une grosse innovation, hein, dans le milieu vétérinaire. Et on le voit bien, euh, les notes qui ont été données entre enfin, la barre jaune, l'histogramme jaune, quand on applique le Spoton ou quand on applique le comprimé en orange. Et on voit bien que le Spoton est jugé très facile pour appliquer à son chat, contrairement au comprimé. Donc, il y a une prise très simple. Il faut juste faire attention quand vous mettez un spot-on à un chat. Je parle ici du vermifuge, mais ce serait le même conseil. Si c'était un spot-on en pipette antiparasitaire, pensez toujours à dire au propriétaire, écartez bien les poils du chat pour que le principe actif, la pipette, soit bien en contact avec la peau et pas la laisser que sur les poils. Parce que le but, c'est que c'est la couche lipidique de l'épiderme du chat qui va servir à faire diffuser finalement le principe actif tout au long de sa peau. Voilà. L'intérêt, donc,
c'est que ça cible les vers les plus communs du chat. Vous pouvez le traiter dès 8 semaines d'âge et 500 grammes de poids du chat, donc c'est-à-dire très jeune, hein. Et c'est aussi possible chez les femelles gestantes ou allaitantes. Donc c'est vrai que quand ils sortent, les chats, il ne faut pas négliger justement de les protéger avec profondeur. Et puis surtout s'il y a des familles avec des enfants en bas âge, hein, avec ce risque de toxocarose, hein, les risques liés aux ascaris. Là, faut pas hésiter, faut passer aux profondeurs chat. Voilà. S'il y a d'autres animaux, on vermifuge une fois par mois. S'il y a des enfants, pareil, vous conseillez une fois par mois. Et donc, les arbres décisionnels qui sont possibles justement pour les chats comme pour les chiens, eh ben, n'hésitez pas à les demander à votre délégué vétoquinol, hein, qui pourra vous les remettre. Ça peut servir de pense-bête et puis ça permet aussi de bien l'imager devant le propriétaire pour qu'il ait en tête, hein, l'importance, hein, du traitement, que ça ne sort pas du chapeau et que c'est vraiment des indications de l'ESCAP, hein, pour bien traiter l'animal. Et choisissez le mode de traitement adapté, comme je le disais, à la race du chien, son poids, son âge, son mode de vie, est-ce qu'il y a des enfants ou pas, son mode d'alimentation, est-ce qu'il sort, est-ce qu'il est en contact avec d'autres animaux. C'est les questions en fait qu'il faut poser systématiquement aux propriétaires. Et à partir de là, vous déroulez le fil d'Ariane et vous savez ce qu'il faut leur conseiller. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura été clair pour vous, que vous avez le chemin en tête, hein, pour mieux conseiller au comptoir et surtout bien adapter la fréquence de vermifugation selon l'animal que vos clients possèdent. Merci à tous.